Le limogeage du préfet de Yoto pour cause de CESTEP, remplacé immédiatement par un corps habillé, relance un peu les débats sur la présence des corps habillés à la tête des institutions plus ou moins politiques. Au total, sur une trentaine de préfectures, on dénombre au moins 11 préfectures pilotées par des corps habillés. De quoi amener les Togolais à se poser la question sérieusement sur la présence de ces corps habillés et l'objectif visé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui parlera justement de ce sujet qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours déjà. Alors pour en parler, j'ai un invité spécial avec moi sur le plateau, un invité super stylé comme d'habitude, Monsieur Likabaki, bonjour. Bonjour Roger, bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. Alors, je rappelle aux fidèles téléspectateurs, justement, comme vous les appelez, que vous êtes l'ex-patron de la chaîne du futur LCF, qui est finalement partie dans le futur, comme je le dis souvent, l'ex-patron du site Republic of Togo. Et donc, naturellement, vous êtes journaliste, vous êtes un analyste pointu des questions politiques, économiques, sociales. En tout cas, toutes les questions n'échappent pas à votre page Facebook depuis un bon moment. Et justement, ce sujet ne vous a pas laissé indifférent. Il est clair qu'on ne va pas parler de ces steps aujourd'hui, mais on va quand même faire un petit crochet parce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'on n'aurait pas dû limoger le préfet pour cela. Le fond de ma pensée, c'est que, voyez-vous, quelqu'un est déjà culturellement désarmé par une situation qu'il ne maîtrise pas. Il occupe une fonction de responsabilité et donc il ne pouvait pas prendre une décision dans l'immédiat. Il était désarmé complètement. Donc je pense qu'on devait pouvoir l'amener, lui remonter un peu le moral avant de l'aider à démissionner dans la dignité. Tout comme si, pour lui faire comprendre qu'au-delà de l'erreur qui a été commise et qui est sans doute, qui jette de l'opprobre sur son image, il reste toujours humain. À partir du moment où il est humain, il appartient donc à ses chefs hiérarchiques, dont il dépend totalement, de lui remonter le moral, de lui faire comprendre qu'on comprend bien sûr que bon, cela lui soit arrivé, mais que pour protéger son image et pour faire passer rapidement cette pilule assez amère pour son image, il essaye donc de démissionner de façon digne, voilà, en prononçant son départ de ce poste-là par lui-même, plutôt que de le démettre manu militari, comme si, voilà, il était, voilà, Démissionner voilà. de son poste, mais il avait quand même eu au moins une semaine. Il pouvait se décider de lui-même de démissionner si l'exécutif ne l'avait pas accompagné. Mais oui, mais il faut comprendre des choses. Hein. En fait, on est dans un système ou dans un régime où la culture de démission n'existe vraiment pas. Et donc, quand je dis que le monsieur était désarmé culturellement et même socialement, c'est parce qu'en réalité, dans cette situation, il était plongé dans une forme d'impasse. Il ne savait pas quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'en démissionnant, l'autorité ne va pas penser que c'est un affront au nom de quoi il prend le risque de démissionner au point de créer une jurisprudence, par exemple, en matière de démission dans le pays, qui lui dit que l'autorité n'est pas en mesure de tolérer l'acte qu'il a posé. Il doit pouvoir s'en remettre à la décision de l'autorité. En tout cas, c'est la pratique qu'il y a depuis des décennies dans le pays. Donc, l'idéal aurait été que, étant conscient donc de la maladresse, qu'il prenne sa responsabilité pour démissionner. Mais étant donc dans ce système-là, il n'avait pas de choix que de s'en remettre justement à l'autorité qui doit pouvoir lui dire la conduite à tenir. Et vous êtes tous, vous êtes au Togo comme moi, vous savez que c'est ça là, le principe. Vous disiez quand même hein, dans votre article qu'en fait, il y a mieux à faire parce qu'il y a des gens qui ont détourné, ils n'ont pas eu de châtiment. Quand l'autorité prend la décision comme ça de le démettre, ben ça suscite interrogation. Donc, l'autorité est-elle capable de démettre les gens pour des fautes? Or, justement, ce qu'il vient de faire est un délit. Dans le pays, il y a des cas de crime. Lorsqu'on parle de crime économique, ou bien même qu'on parle de crime qui consiste à enlever la vie humaine, c'est l'extrême. Et ça doit pouvoir mériter une sanction, mais à la hauteur de l'acte posé. Il y a eu des cas comme ça dans le pays qui n'ont pas été sanctionnés. Et donc, qu'on vienne dire que l'autorité a pris sur lui le risque de démettre quelqu'un, c'est vrai que la raison n'a pas été évoquée. Et ça aussi, ça couvre plus ou moins l'autorité. Mais si la raison avait été officiellement évoquée, je pense que ce débat aurait été plus houleux parce qu'il faut être capable de sanctionner tous les actes qui sont au travers de la loi et qui compromettent justement l'égalité des chances à l'égard de la loi et puis etc. etc. Donc c'est un vrai problème en vérité. Donc, parlant de crime, le dernier en date que les Togolais n'ont pas encore oublié, c'est l'affaire des 500 milliards dont on ne parlera justement pas aujourd'hui. Monsieur Lukabaki, on revient dans notre sujet du jour. Les préfets, les militaires, en tout cas les corps habillés à la tête des préfectures, d'abord, il faudrait que nous comprenions ce que c'est qu'une préfecture et puis quel est le rôle du préfet.
Bon, vous savez que dans l'organisation de l'État, il y a donc l'appareil officiel, le président de la République, les ministres, etc. Maintenant, pour contenir l'État lui-même, il a été segmenté en régions, puis en préfectures. Et dans notre pays, bien entendu, ce sont les préfectures qui sont beaucoup plus en vue et qui sont administrées par des représentants du pouvoir central. C'est-à-dire que le président de la République délègue son pouvoir à des gens dans des préfectures pour justement assurer la gestion pyramidale du pouvoir. Voyez-vous? Donc, un préfet à la tête d'une préfecture, c'est le représentant du pouvoir central. Il joue à la fois le rôle administratif, tout comme le rôle politique. En tout cas, dans notre pays, cette réalité est d'une évidence incontestable. Alors, le rôle politique et à la fois le rôle administratif, c'est justement à ce niveau que se pose le problème. N'est-ce pas une anomalie? Oui, c'est vrai que si on doit être rigoureux par rapport aux prescrits de la loi, c'est-à-dire à ce que dit véritablement la Constitution, qui est la Bible de toute république, c'est que quand on se réfère par exemple à l'article 52, alinéa 3 de la Constitution togolaise, il est clairement dit que les fonctions de ministre sont de militaires, la fonction militaire est incompatible avec des postes hautement politiques, notamment les ministres, les députés, les sénateurs, etc. C'est vrai que les cas des préfets n'ont pas été clairement cités, mais tout en sachant que la pratique veut que, quelque part, le préfet, dans un système comme le nôtre, puisse assumer à la fois les fonctions administratives et hautement politiques. Ça veut dire, c'est là où on comprend justement tout l'intérêt du débat. Maintenant, quel serait l'impact, quel est l'impact réel de ces préfets, enfin de ces corps habillés nommés à la tête des préfectures? Il faut comprendre que lorsqu'on met par exemple un officier à la tête d'une préfecture, en réalité l'officier il est formé. Quand on parle de formation, il s'agit d'un paramétrage mental qui gouverne votre attitude, vos réactions et l'ensemble des réflexes que vous manifestez lorsque vous êtes face à une situation donnée. Dans l'armée, on vous dit par exemple exécution avant réclamation. Le militaire est paramétré pour avoir une culture de résultat sans tenir compte sans relativiser. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on met un préfet militaire, officier de son État, à la tête d'une préfecture, il va transposer, bien entendu, son mécanisme de fonctionnement dans la gestion de la préfecture en question. Et c'est là où il y aura problème par moment parce qu'il est chargé là de gérer des civils. Des civils qui n'ont pas les mêmes automatismes que lui, il a dans sa formation de militaire. Et quelque part, parfois, il n'est pas en mesure de pouvoir prendre de la hauteur et réfléchir, méditer avant de pouvoir prendre des décisions. La répression, elle est automatique. Et je pense que vous pouvez le constater dans les préfectures où il y a des préfets, lorsqu'il y a des contestations, mais sont étouffées avec une rigueur implacable. Alors là, ça peut heurter, bien sûr, Akara, par exemple, c'est le cas. C'est mon grand frère qui est là-bas. Ça ne se discute pas. Hein? Bon, on fait un coucou spécial à votre grand frère qui nous suit actuellement. Alors, donc, faisant un peu le constat sur sa page Facebook, le journaliste Ferdinand Haïté se pose la question de savoir mais que deviennent finalement les gens qui ont été formés à l'ENA. C'est vrai qu'on doit reconnaître que pour beaucoup de préfets militaires, ils sont passés par la formation à l'ENA. Mais la formation à l'ENA, pour eux, consiste en fait à compléter cette formation de base militaire qui doit alors leur permettre d'être de bons administrateurs, mais dans la fonction de militaire. C'est-à-dire, vous savez que dans le corps de l'armée, il y a aussi l'administration. Donc, quand on parle de l'administration, c'est la gestion des gens, c'est le management des personnes, etc. Donc, il faut avoir un complément de formation qui permette donc d'humaniser l'armée elle-même. Voyez-vous? Alors, si, dans ces conditions-là, on préfère des gens qui sont formatés systématiquement pour jouer un rôle régalien et extrêmement important, parce que l'armée, quand même, joue un rôle très important dans la sauvegarde même de l'intégrité du territoire, dans la sauvegarde de la sécurité et dans l'entretien même de la vie au sein de la société. Et donc, je pense que son rôle est suffisamment grand. Mais maintenant, si parmi eux, on désigne encore des gens pour venir occuper des postes qui sont fondamentalement civils, voilà,
et où il y a encore des gens qui aspirent à exercer ce genre de fonctions et qui sont formés pour. Malheureusement, qu'on laisse sur le carreau, bien sûr qu'il y a débat. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui, parce que nous nous rappelons qu'à une certaine époque, le général Yak, aujourd'hui, à l'époque colonel, était déjà ministre, mais entre-temps, il a été promu général. Oui, ça veut dire qu'il continue d'assumer clairement les fonctions de militaire. Donc le problème se pose toujours. Voilà, Il est toujours militaire. Exactement. Il est un corps habillé, il reste dans cette posture de militaire qui, normalement, n'est pas compatible avec comment dire, la fonction civile. Oui, oui. Pourquoi la Constitution a verrouillé cela? C'est parce que justement, supposons simplement que le ministre Yark, que je respecte beaucoup, dont j'apprécie d'ailleurs l'efficacité, n'était pas au ministère de la Sécurité. Il était par exemple garde des Sceaux. Et puis, entre-temps, en tant que militaire, il y a eu des répressions quelque part qui engagent sa responsabilité. Et malheureusement, c'est lui qui doit enclencher l'action judiciaire. Est-ce que vous pensez qu'il peut donner la bonne instruction d'impartialité au parquet de telle manière que le procès puisse être conduit de façon équitable? Non. Donc, c'est cette incompatibilité-là qui est dégagée qu'on ne veut pas avoir dans la gestion des affaires de l'État. Et donc, on a pris des garde-fous à partir de la Bible de la République, qui est la Constitution, pour empêcher qu'il y ait ces conflits d'intérêts, etc., etc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas seulement du côté des préfectures. On va aborder le second volet maintenant, mais avant même cela, est-ce que, quelque part, ce n'est pas l'absence d'alternance même à la tête de l'État togolais qui pose le vrai problème? Parce que s'il y avait de l'alternance, est-ce que les gens se plaindraient autant? Bon, je pense que tout dépend du leadership même de celui qui est à la tête du pouvoir. Quand on regarde un peu les actions du président actuel, Faure Gnassingbé, on sent qu'il est beaucoup plus rassuré, qu'il est beaucoup plus à l'aise, qu'il est plus rattaché à l'armée qu'aux civils. Il leur fait beaucoup plus confiance. Et vous allez constater que les postes stratégiques... Est-ce que ça ne donne pas l'eau au moulin aux gens qui pensent, par exemple, que la nature du régime togolais est un régime militaire? Bon, la question, en fait, n'est pas de savoir que c'est militaire ou pas, mais c'est pourquoi, en fait, il s'attache à ce genre de personnes. Quelque part, c'est qu'il apprécie, enfin, c'est ce que moi je pense. Bon, d'abord, c'est un fils du général. D'officier, donc il a vécu dans la cour des militaires, il s'est familiarisé beaucoup plus avec eux, mais on constate quand même dans l'attitude du militaire, comme je l'ai dit, la discipline, la rigueur, la culture du résultat, etc. Malheureusement, ce n'est pas la même chose quand il est question de gérer les civils. Avec les civils, il faut nuancer, il faut affirmer des qualités managériales pour pouvoir les tirer vers le haut, plutôt que de passer par la force brute, par les méthodes incisives, non diluées, non managées. Et donc, c'est ça le vrai problème. Et donc, l'enjeu en réalité pour le président de la République n'est pas de recourir à l'armée, mais c'est de pouvoir être capable de faire émerger des gens intègres au sein de la masse civile pour pouvoir assumer des postes de responsabilité dans l'administration. C'est ça le vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quelque part, moi, je plaide d'ailleurs pour que, mais à un niveau donné, on puisse instaurer, par exemple, la formation militaire pour tous. Pour un temps donné, avant même de gagner, si on pense qu'à travers le cursus scolaire et les systèmes éducatifs actuels, on ne peut pas obtenir des gens suffisamment intègres, rigoureux, professionnellement compétents, donc il faut intégrer ce paramètre d'une formation militaire pour tous. C'est vrai que des fois, pour comprendre le présent, il faut comprendre l'histoire commence. Et cette histoire date depuis la colonisation, si on peut le dire ainsi. Apparemment, nous avons hérité cette façon de faire là des Français qui, justement, ont commencé à nommer les gens. Oui, bien sûr. Voyez-vous, la vérité, c'est que nous sommes pratiquement des appendices du système français, voyez-vous, c'est-à-dire que c'est un prolongement, même nos constitutions, toutes les lois qui régissent le fonctionnement de nos États sont calquées sur les dispositions qui sont prises en France et tout ça. Donc c'est un paramétrage, c'est plus ou moins une copie-collée et qu'il faut déplorer parce qu'aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, on doit pouvoir commencer à affirmer nos identités, adapter nos systèmes de gouvernance avec nos réalités existentielles, nos réalités culturelles, nos réalités sociales, etc. Il faut trouver des formules qui permettent de valoriser ce que nous avons d'intrinsèque et à partir desquelles nous pourrons nous appuyer pour nous élever dans l'échelle des valeurs, en tout cas en termes de gouvernance. Mais sinon, si on doit être dans ces copies-là, c'est vrai, quand vous regardez un peu, même en France, il y a cette possibilité, bien sûr, de nommer des magistrats,
des commissaires comme des militaires à la fonction de préfet. Sauf que là-bas, bien entendu, c'est une autre réalité. Le préfet ne se mêle pas du tout. Il ne va pas se mêler des questions politiques ou d'autres choses. Lorsqu'il est dédié à une fonction donnée, il s'y consacre désormais et il remet alors pratiquement entre parenthèses sa fonction de militaire. Mais ce n'est pas le cas ici, vous le savez. Donc, on ne peut pas copier de façon aveugle. Si nous prenons un pays un peu comme la Côte d'Ivoire, qui est même allé un peu loin, jusqu'en copiant pratiquement à l'accoutrement des préfets français en Côte d'Ivoire jusqu'à une certaine époque. Le Togo aussi, il avait essayé avec les commandants de cercle, les CC, et puis les chefs de circonscription, les chefs CI, et aujourd'hui devenu préfet. Bon, mais entre-temps, comme on le disait dès le départ, ce n'est pas qu'au niveau des préfectures que le problème se pose, mais on retrouve également les corps habillés à la tête des différents hôpitaux, des principaux hôpitaux du pays, comme par exemple le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, CHR Lomé Commune. Bon, on en retrouve également la NASAP, même la coordination de gestion de Covid. Justement, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on est en train de muer progressivement vers une administration militaire de l'État. Et ça, c'est un peu dangereux parce que, quelle que soit la bonne foi des militaires, à partir du moment où ils sont étiquetés comme tels, ils ont beau être efficaces et rigoureux, l'on prête le flanc à des critiques. Parce qu'en réalité, le Togo n'est pas en pénurie d'intellectuels affranchis, capables justement d'assumer ces genres de fonctions sans qu'il y ait polémique. Donc, il faut pouvoir les dénicher. Et si on ne peut pas les dénicher, il faut les forger. À partir de quoi? À partir du système, en revisitant le système éducatif, en trouvant des formules qui permettent justement de former des gens adaptés aux aspirations profondes de l'administration togolaise. D'accord. Alors, Monsieur Louis Kabaki, justement, c'est vrai que vous et moi, intellectuels que nous sommes, mais, sans oublier également les téléspectateurs qui nous suivent, actuellement déplorent cet état de fait. Mais quand vous approchez, les militaires eux-mêmes ou bien les gendarmes, ils vous diront que le poste de préfet est un poste hautement administratif et non politique. J'ai dit au départ que c'est un poste à la fois administratif et politique. Je pense que vous faites le tour quand même dans nos préfectures. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'il est question d'une activité politique. Vous connaissez le rôle du préfet dans nos milieux ici, où c'est lui qui organise pratiquement les meetings, voyez-vous, des partis, en tout cas du parti politique duquel il dépend. Parce que dans la conception du préfet, dès lors que sa nomination dépend justement d'un ministre de tutelle ou du président de la République, donc il se retrouve de fait dans le positionnement, dans la position d'un membre actif du parti politique dont il est issu, en tout cas dont son patron est issu. C'est ça la vérité. C'est vrai que de façon textuelle, ce n'est pas écrit comme tel, ce n'est pas dit que le préfet fait partie, par exemple, de UNIR ou d'un autre parti politique, mais rappelez-vous, par exemple, que lorsqu'il y a eu dialogue au Togo, il a fallu qu'un parti comme l'UFC propose des préfets à nommer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce préfet-là se reconnaît en l'identité de l'UFC en question, tout comme le préfet qui est issu de l'armée, qui est rattaché donc au pouvoir, au président de la République, se reconnaît en le président de la République, qui se trouve être président d'un parti politique. Donc, il n'a pas de choix que d'organiser justement les meetings, en tout cas de coordonner l'action politique du parti au pouvoir, c'est clair. Monsieur Louis Kabaki, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je retiens quand même deux constats fondamentaux au regard de la discussion que nous avons. C'est que d'un côté, le président de la République a un peu une crise de confiance avec les civils. Il fait beaucoup plus confiance aux militaires. Et puis de l'autre côté, on évoque l'indiscipline des civils. On croit beaucoup plus à la discipline des militaires. Bon, allons-y d'abord avec le premier volet. Qu'est-ce que le président de la République peut faire aujourd'hui pour pouvoir avoir, en tout cas, qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir avoir une certaine confiance entre le président de la République et puis son peuple? Je veux dire, les civils. Le travail est très simple. C'est-à-dire qu'il faut revenir d'ailleurs même au principe même de la gouvernance, c'est-à-dire du leadership du président. Le président de la République, il a un rôle qui est donc d'administrer l'État, de faire en sorte qu'il puisse impulser une dynamique de développement, de gérer, d'assurer l'épanouissement du peuple, etc., etc. Donc, si tel est le cas, ça veut dire qu'il est obligé de se donner les moyens de sa politique, qui consiste donc à se trouver des citoyens capables de se mouler dans sa vision à lui et donc d'exécuter des tâches spécifiques qui lui permettent d'atteindre sa vision. Voyez-vous? Donc, s'il n'en a pas, et en même temps, sa gouvernance est verrouillée par la loi.
et notamment la Constitution. Donc, il ne peut pas violer la loi au nom de l'objectif que lui, il veut atteindre. Il doit se soumettre aux prescrits de la loi pour pouvoir trouver les moyens qui permettent de déceler des personnes capables de l'aider à réaliser sa vision. À partir de ce moment, ça veut dire que si aujourd'hui le président de la République est obligé de faire plus confiance aux militaires qu'aux civils, cela veut dire que quelque part, il y a un échec en matière de forge des personnes civiles capables d'exécuter des tâches républicaines pouvant matérialiser. N'est-ce pas peut-être dû que très souvent, on récompense beaucoup plus le militantisme que les compétences? De toutes les façons, justement, vous savez, c'est vrai que gouverner, ce n'est pas un exercice aisé parce que d'abord, pour dénicher les personnes idéales, capables donc d'être efficaces dans l'action, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi il faut assurer un système qui permet d'élever la carrière des gens. Vous revenez encore au leadership du président de la République. C'est pour ça que moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on revisite le système éducatif, qu'on mette en place des raccourcis qui permettent de forger des gens au sein de la société et qu'on essaie de... Vous savez, aujourd'hui, on essaie, si vous voulez, de prendre des gens un peu à la volée, sans connaître leur profil, leur histoire, leur background. Parce que normalement, lorsque vous êtes dans un domaine précis, vous êtes formé par exemple magistrat. Si vous exercez la fonction de magistrat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plus vous passez du temps, plus vous êtes au front, mieux vous affûtez vos armes. Et donc, lorsque vous évoluez, vous devenez plus performant à un niveau donné. Et donc, si le président de la République a besoin d'un magistrat pour un poste stratégique donné, il sait qu'en prenant celui-là, sans tenir compte de son parti politique, de son appartenance ethnique, et quoi que ce soit, parce que nous devons avoir la vision d'une nation. Donc, on doit pouvoir promouvoir plutôt la compétence que de penser à certains calculs qui disent, bon, celui-là, il est dangereux, il est susceptible de désobéir à mes ordres, et donc, lui, bon, je me méfie, etc. Ça ne peut pas marcher parce que finalement, vous allez vous retrouver dos au mur où vous allez prendre des personnes qui ne sont pas les personnes idéales pour les fonctions que vous voulez qu'ils exercent. Et du coup, vous tombez sous le coup de la loi et je pense que c'est ce qui nous est arrivé là. D'accord. Donc, vous pensez que pour les questions de discipline également, il faut juste revoir le système éducatif. Vous en avez même parlé au cours de l'émission en rappelant que s'il faudrait même, on pourrait même instaurer le service militaire, bon, ne serait-ce qu'un minimum. Et donc, Monsieur Lucas Baki, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vais faire un petit lien. On a vu, entre-temps, le commissaire de l'OTR à Deuil, bon, qui n'est pas forcément dans la logique des militaires et tout, mais qui a été démis de ses fonctions pour des raisons que nous connaissons. On a vu le préfet de Yotor. Bon, on a vu également le chef d'état-major Félix Katanga. Bon, on ne connaît pas encore les raisons de façon officielle, mais est-ce à dire que le président de la République lance un signal fort au début de ce mandat, comme quoi la République ne sera plus comme avant? Ce qu'on peut dire, c'est que pour ce début de 4e mandat, il y a des actions concrètes qui sont en train de se poser. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Et on sent qu'il y a une vision un peu plus pragmatique dans la gestion des affaires de l'État. Ma prière, c'est que les gens puissent avoir cette énergie sans cesse renouvelée qui leur permette justement de garder le cap. Parce qu'à un moment donné, ça finit par tanguer où on se dit, bon, voilà. C'est-à-dire qu'au début d'une gouvernance, il y a de la motivation, il y a de l'énergie, on veut marquer, on veut tout ça. Mais au fil du temps, on languit et donc la dynamique n'est plus là. Il faut maintenant trouver les astuces qui permettent de garder la dynamique et de faire en sorte à inculquer dans la tête de tous ceux qui participent à la gouvernance de l'État que plus tu es droit, mieux tu es promu. Ou alors, tu es défaillant, et puis bon, mais on te remercie, sans pour autant que l'on considère cela comme une sanction. Mais ça fait partie du management des gens, de telle manière qu'on puisse atteindre les buts que l'on s'est posés. Je ne connais pas les raisons qui ont motivé. C'est vrai qu'étant observateur, on peut imaginer à partir d'un certain nombre de choses, on peut imaginer, mais tout cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et notre prière, c'est qu'il se rende compte de l'impératif qui est là de pouvoir bouger les gens de temps à autre, de telle manière qu'ils ne créent pas eux-mêmes des îlots de royaumes au sein de l'administration où, bon, mais en s'éternisant à un poste, on finit par en faire une propriété privée, au point où si on vous démet,
on a l'impression que vous êtes sanctionné. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'adresse particulièrement un coucou également à la famille Fayossé, madame, monsieur Fayossé, Théodore et puis Charlotte, depuis le Niger, parce que nous sommes suivis dans plusieurs pays. Donc maintenant, c'est ça la tradition, on va vous saluer un à un. Merci encore une fois. Vox Africa, je ne cesserai jamais de le dire, c'est la voix d'une Afrique fière.